Excellent. Allons-y, comme ça. Donc, je crois que on est live. Est-ce qu'on a une confirmation de la part de Facebook? Je nous vois sur Facebook. Nous sommes donc live. On a même 4 personnes qui regardent en ce moment. Oh. Donc, messieurs, Oui. je me présente, Carl-André Poliquin. Oh, je m'entends en double. Excusez-moi. Donc, je me présente, Carl-André Poliquin de chez Option Travail. Aujourd'hui, c'est la première vidéo live d'une série qui va traiter de différents sujets d'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nicolas et Yannick qui vont nous parler plus précisément de sociofinancement. Donc, on va regarder ensemble les différents aspects du sociofinancement pour mieux comprendre comment ça fonctionne, à quoi c'est utile, à quel moment est-ce qu'on fait ça dans le parcours de l'entrepreneur. Donc, Nicolas, Yannick, est-ce que vous voulez prendre une petite minute pour vous présenter? Oui, salut. Ah, ben vas-y, Yannick, Nicolas. pense. Ah, OK, ben je pense que je brise la glace, on est poli. Nicolas Potvin, directeur de la Ruche Québec, la première plateforme de financement participatif au Québec. Très content d'être avec vous autres pour pouvoir parler un peu de sociofinancement, crowdfunding, financement participatif, tout le même terme, je veux dire la même chose. On va décortiquer ça aujourd'hui. Et puis, dans mon cas, Yannick Simon-Matar, je suis directeur général chez lepointdevente.com et je suis aussi le gars derrière le projet Territoire Charlevoix qui a présentement une campagne active sur la ruche. Et puis, je croise Nicolas de temps en temps quand on a des cellules avec la ruche, étant donné que je suis aussi ambassadeur. Fier ambassadeur de la ruche depuis un bon moment. Excellent. Quand tu parles des cellules de la ruche, là, j'imagine qu'on va en reparler dans quelques minutes pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça implique. Oui. Et donc, déjà, Nicolas, est-ce que tu peux m'éclairer? Le sociofinancement, est-ce que c'est une campagne de marketing? Est-ce que c'est une campagne de financement? Est-ce que c'est des préventes? Comment tu décris ça? C'est sûr que dans l'univers du financement, du sociofinancement, je te le disais tantôt, financement participatif, crowdfunding, là, c'est tous les mêmes termes pour dire la même chose. Hein, c'est le principe de ramasser plein de petits montants, moyens ou gros, pour atteindre un montant global, total, pour faire vivre son projet citoyen, son projet d'affaires, son projet de vie. Il y a plusieurs types de campagnes, il y a plusieurs types de plateformes. Il y a plus de 1500 plateformes dans le monde, il y a plusieurs catégories. Nous, on est dans une catégorie bien particulière. Les gens connaissent beaucoup Kickstarter, GoFundMe. GoFundMe, c'est vraiment des campagnes de dons où l'axe de communication va demander l'aide de la population pour quelqu'un qui a une blessure ou des traitements, des choses comme ça. Kickstarter, on est plus dans cette catégorie-là de financement participatif où là, c'est vraiment l'axe de communication. On ne demande pas nécessairement l'aide de la population, on demande à la population d'embarquer dans notre trip entrepreneurial, dans notre projet avec un principe de prévente. Donc, oui, on peut faire des dons dans ce type de campagne-là, mais c'est vraiment le principe de prévendre des choses à l'avance à un groupe. Et quand on atteint notre objectif, on est capable de faire vivre notre projet. Puis je fais un peu une suite sur ce que tu disais, Carl-André. Est-ce que c'est une campagne de financement, campagne marketing? Moi, je suis un gars de marketing. Hein, c'est sûr qu'on entend beaucoup le mot financement dans le financement participatif, sociofinancement, mais la plus grande valeur de ce type de projet-là, de ce type de campagne-là, c'est une campagne de communication, une campagne marketing. On va faire du bruit médiatique, on va attirer des gens vers notre projet, vers nous, parce que même l'individu est une marque en soi pour attirer des projets et des coûts par rapport à ça. Et puis, ce type de projet-là, en fait, excusez-moi, j'entendais mes enfants, évidemment, dans la situation où on en est, il est possible que mes 3 enfants se promènent un peu en arrière de moi. Donc, c'est vraiment un angle marketing, mais ça va faire du bruit médiatique. Il y a des gens qui vont s'intéresser à votre projet, qui vont investir. Il y a des gens qui vont s'intéresser à votre projet qui n'investiront pas. Mais ça, l'important, c'est de créer un fil de communication avec eux parce qu'à la fin, vous avez une base de données. En marketing, la base de données, c'est la clé. Être capable de nourrir cette base de données-là, être capable de faire grossir cette communauté. Et ça, c'est vraiment un point important. Et on crée un momentum d'achat, un momentum de communication
une histoire payante pour que les médias s'intéressent à vous et les gens qui sortent de votre réseau. Parce qu'on sait très bien que dans une campagne de financement participatif, la première clientèle qui embarque, c'est les gens qui nous connaissent. Hein? Mais on veut sortir de ça. On veut réussir à séduire les gens qui nous connaissent plus ou moins et ultimement avoir des gens qui ne connaissent pas du tout, qui s'intéressent à notre projet par rapport à ça. Et dans ce type, je vais juste compléter parce qu'il y a trois raisons pourquoi quelqu'un investirait sur une page de campagne en financement participatif. Le projet en soi est un véhicule pour, Yannick va pouvoir en parler, son projet draine beaucoup d'intérêt. Mais tantôt, je le disais, l'individu également. L'individu est important. Vous êtes une marque en soi. Il y a des gens qui vont investir dans votre trip entrepreneurial, dans votre trip de projet, parce que c'est vous qui le portez, parce que vous avez un bon bagou, vous avez une image. Il y a des gens qui vont aller principalement pour vous. Et il y en a d'autres qui vont s'intéresser à ce qu'on appelle le produit d'appel. Encore une fois, Yannick, il y en a de très beaux dans sa campagne. Il y en a qui, en résumé, quelqu'un ne peut pas vous connaître, ne s'intéresse pas à vous. Bon, votre projet, ce n'est pas nécessairement ça qui l'intéresse, mais ce que vous allez proposer en pré-vente, c'est ce qui vient le chercher. Fait que lorsqu'on construit une campagne de financement participatif, bien, il faut jouer avec ces trois éléments-là pour réussir à aller chercher, capter l'attention, hameçonner l'intérêt des gens. C'est intéressant. Puis par rapport à ça, Yannick, là, actuellement, tu es en train de faire une campagne. Est-ce qu'il suffit tout simplement de demander aux gens de donner, puis les gens vont donner sans trop poser de questions? Oui, c'est exactement ça. Non, c'est une joke. Non, en fait, tu sais, je pense que ce que Nicolas vient de dire là, par rapport à qui est intéressé à ta campagne, puis comment tu mets en marché une campagne de manière sur les trois axes, finalement, c'est vrai, tu as ton produit, tu as toi, puis tu as tes contreparties. Nous, on y a pensé vraiment longtemps. Là, on a eu la chance d'y penser un mois de plus là, avec la crise de la COVID qui est venue nous couper l'herbe sous le pied comme l'avant-veille où on allait déployer. Donc, ça, c'est bon. Je suis quelqu'un aussi qui est intéressé au marketing. Là. Je ne me qualifierais peut-être pas comme une personne de marketing. Je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un scholar, comme dirait mon collègue Danny. Par contre, j'ai un bon flair dans ce type de partie-là d'une entreprise. Et puis, tu sais, quand on a construit la campagne, on a essayé de… première des choses, le projet, on l'aime. Okay? Donc, ça, c'est sûr que si tu essaies de construire une campagne autour d'un projet, que tu t'en fous puis que tu lances un peu en l'air comme ça va paraître… c'est un projet dans lequel il faut que tu sois complètement investi. Puis moi, c'est mes soirs puis c'est mes fins de semaine, ce projet-là, parce que j'ai déjà une job à 40-50 heures semaine avec le pointdevente.com. Mais quand je rentre chez nous, que je m'occupe de mon petit, après ça, puis de ma blonde, évidemment, après ça, il est couché, je vais donner 1 heure ou 2 de travail sur ce projet-là, la fin de semaine aussi. Mais tu sais, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, puis sur lequel j'investis, bref, de l'émotion et de l'énergie. Je pense que ça transparaît aussi dans le projet parce que c'est là que tu fais attention à plusieurs détails. Tu vas être sûr que le message passe bien, tu vas être sûr que l'image passe bien, tu vas être sûr que les gens comprennent la mission puis comprennent ton intérêt envers ce même projet-là. Et puis, tu sais, ça a été relativement facile, là, en fait, là, de construire cette campagne-là. Je suis étonné, par contre, du résultat. Ça, je pensais devoir me battre un petit peu plus fort que ça pour démarrer la campagne, mais écoute, ça a été super bien. On a eu de l'intérêt des médias. Oui, j'ai des amis qui ont contribué, là, ça c'est sûr et certain, amis, famille, etc. Mais essentiellement, c'est des gens que je ne connais pas qui sont dans cette liste-là. Puis ça, pour moi, c'est une belle preuve que j'ai été capable de communiquer mon intérêt puis mon amour là, pour ce projet-là. Là. Donc, la passion, finalement, ça reste un élément central que tu as été capable de transmettre à travers la campagne que tu fais, finalement. Exactement. C'est intéressant. Fait que dans le fond, quand on voit les contributions, par exemple, adopter un arbre, est-ce que ce genre de contribution-là, comment tu vois ça? Parce que je me dis, on adopte un arbre, c'est un peu intangible. Est-ce que c'est quelque chose que les gens pourraient acheter ailleurs? Ou…
Mais je pense que les gens ont envie d'avoir une preuve de leur implication d'une certaine manière, puis d'avoir quelque chose de... Oui, c'est intangible, oui et non. Je veux dire, l'arbre va porter une étiquette avec ton nom dessus, tu vas recevoir ses coordonnées GPS, tu vas recevoir une fiche finalement qui parle de ton arbre, il a quel âge approximativement, c'est quelle essence, il est où. C'est plutôt populaire là, en fait comme contrepartie parce qu'on la retrouve évidemment dans cette contrepartie-là, mais on la retrouve dans la contrepartie suivante. Et puis, ce qui est le fun aussi avec ça, c'est que j'ai beaucoup, par exemple, de parents qui adoptent un arbre et qui me disent « Moi, je veux le mettre au nom de mon enfant. Puis aussi, il y en a beaucoup qui me disent, qui viennent me voir après, qui me disent « Hey, on a hâte de venir voir notre arbre. » Puis ça va être relativement intéressant. Ça me fait réfléchir, par contre, qu'il va falloir que je rende ces arbres-là peut-être un peu plus facile d'accès que ce que j'avais prévu. Mon plan, c'était vraiment comme d'aller les mettre dans les bois, puis que tu sortes des sentiers, etc. Mais je voudrais pas avoir à chercher un enfant qui s'est égaré sur notre terrain, évidemment. Là. Donc, on va réévaluer ça. En effet. Mais c'est intéressant, puis je pense que c'est le genre de contrepartie qui est quand même assez original à travers tout ça. Oui. Puis peut-être qu'il peut créer un lien finalement entre toi et ton projet et ta clientèle ultime. Il y a tout un univers de contreparties. Hein? Il y a des contreparties de base où tu vas juste dire un peu qui ressemble à des dons. Tu vas dire un gros merci, un message de remerciement sur tes médias sociaux, dans ton environnement. Il y a d'autres, c'est vraiment de la prévente pure et dure matérielle, panier découvert, des chambres, des nuits. Et il y a des choses également, ce qui marche beaucoup, c'est vraiment ce qui est immatériel, puis ce qu'on appelle des expériences uniques. Expérience unique, ben, c'est un peu ça. C'est des choses que tu ne retrouveras pas ailleurs et qui vont te permettre, si on parle de l'aventure entrepreneuriale, d'avoir l'impression d'acheter un peu un morceau de casse-tête de l'aventure de l'entrepreneur. Tu sais, que ce soit tu as ton nom sur un mur des contributeurs, ton nom à quelque part, un arbre avec ton nom. J'ai déjà vu, puis moi, j'ai trouvé l'idée super intéressante, tu sais, des choses qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Par exemple, l'OSQ qui pouvait offrir de devenir chef d'orchestre d'un jour. C'est-à-dire, tu pouvais aller dans une pratique, tu payais le bon montant, tu donnais la baguette du chef d'orchestre et tu pouvais, le temps d'une pratique, être le chef. Tu ne peux pas vivre ça dans la vie normale. Mais avec des campagnes sur la rue, autre chose, tu peux créer des événements, des trucs immatériels et donner une valeur à ça et puis réussir à combler et atteindre ton objectif. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien. Outre le fait, comme je disais, de mettre ton nom puis de t'associer, tu peux vendre des parties, lancement d'ouverture, autre chose. Je pense même que Yannick en a également dans sa campagne. C'est intéressant. Puis dans le fond, quand tu me parles, par exemple, de l'OSM qui propose des contributions comme ça m'amène, est-ce qu'à un moment donné, il y a une étape propice pour faire une campagne de sociofinancement? Est-ce qu'à un moment donné, il peut être trop tôt dans un projet ou trop tard? Est-ce que le projet peut être trop avancé pour faire une campagne de sociofinancement? À quel moment est-ce qu'on fait ça? Ben, en fait, moi, je peux peut-être jumper là-dessus parce que je l'ai un peu dans... Je suis là-dedans présentement. Les gens veulent voir l'horizon où ils vont obtenir ce qu'ils recherchent, mais ils sont relativement patients. Dans mon cas, c'est clair. Je pense qu'avec la situation actuelle, tout le monde comprend que c'est fort probable qu'en 2020, ça soit plutôt tranquille, mais attendre de 2021 avec intérêt. Ils veulent aussi, je pense, voir un projet qui est bien documenté et puis qui donne l'impression que c'est pas juste une lubie. Je suis entrepreneur dans la vie, OK? J'ai eu à tous les jours, ben, peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement, des gens qui m'arrivent avec leur nouvelle idée complètement malade, mais qui n'ont absolument pas documenté puis qui ont fait aucune vérification à savoir est-ce que c'est une vraie bonne idée ou c'est une fausse bonne idée. Donc, ça, c'est le danger. Mais avec la ruche, ce qui est le fun, c'est que on a les ambassadeurs qui sont pour ça, qui sont là pour ça. Quand on passe en cellule, ben, ça nous donne vraiment ce feedback-là. Puis tu sais, il y en a qui ont plus de mordants, il y en a qui ont moins de mordants, mais tout le monde a une expertise qui est pertinente. Et puis, ça nous donne quand même une bonne... tu sais, ça valide un peu, beaucoup, en fait, notre idée de projet. Puis,
en tant qu'ambassadeur, je le vois, là, j'envoie des projets, j'aime ça donner mon opinion. Puis en tant que personne qui dépose un projet, les commentaires des ambassadeurs ont été très, très pertinents. Là. Donc, parce que tu as vécu les deux côtés de la clôture, de ce que je comprends. Oui, en fait, j'ai même fait partie de la première cohorte de projets de La Ruche en 2011, 2012, autour de ça. Oui. Moi, j'aimerais ça amener mon grain de sel sur la question que tu as posée, Carl-André, puis j'aimerais ça le séparer. J'aimerais expliquer le timing pour lancer une campagne pour l'entrepreneur, ton projet, puis j'aimerais également parler du timing actuellement dans la situation actuelle de la crise de la COVID également, parce que les gens se posent beaucoup de questions. Premièrement, l'angle d'attaque pour intégrer le financement participatif à un projet, on peut l'intégrer à toutes les parties. Parce que c'est une histoire qu'il faut raconter. Hein. C'est un storytelling. Au départ, ça part de là. Après, oui, il y a des contreparties. Mais l'histoire, ça peut être en amont du projet ou payer, je veux dire, les frais d'architecte pour un projet X. Ça peut être en plein milieu, ce qu'on appelle, on pourrait également prendre la stratégie all-in. All-in, c'est quoi? C'est, tu vis, tu meurs avec ton projet. C'est-à-dire que j'ai besoin de 50 000 pour faire vivre mon projet. Et puis, voici mon projet. Puis si on atteint l'objectif, mon projet va vivre. Ou il y a la troisième partie qui est, moi, personnellement, ma préférée. Ma préférée, c'est la stratégie du dernier droit. Qu'est-ce que c'est la stratégie du dernier droit? C'est que ton projet X, il va prendre vie. OK? Il est déjà en cours. Sauf que la campagne que tu vas faire, c'est juste avant l'ouverture ou le lancement. Tu vas aller financer, tu vas proposer de financer non pas le projet en entièreté, mais une partie du projet. Où là, je vais prendre l'exemple de Nina Pizza. Nina Pizza qui a fait une super belle campagne il y a quelques années, qui voulait, eux autres, ils ne demandaient pas un fonds pour financer leur pizzeria, ils demandaient précisément, je me rappelle bien, 10 ou 15 000 pour aller s'acheter un élément distinctif de leur entreprise, qui est un four à pizza qu'ils allaient chercher en Europe. Il y avait une belle histoire. Four italien, oui. Four italien, tu sais. Puis ce que ça fait, c'est que ça a fait une belle campagne de promotion pour leur business. Et puis oui, ils ont été capables d'aller chercher un élément distinctif. Un élément distinctif avec le résultat de la campagne. Puis ça, donc, ça veut dire que tu réussis ou que tu ne réussis pas ta campagne, ton core business va continuer quand même. Parce qu'on l'a abordé rapidement tantôt, mais dans le format financement participatif, on fonctionne sous forme d'objectif. Tu dois atteindre ton objectif financier pour avoir les fonds et la base de données. Mais l'objectif, tu peux le dépasser, tripler, quadrupler. Les gens se posent la question, okay, pourquoi c'était une pression? Quel montant je devrais mettre au départ? Il faut bien comprendre à quoi ça sert. Dans l'environnement, je prends l'exemple de Nina Pizza. Nina Pizza, elle vendait des pizzas, elle vendait des choses, elle vendait des expériences. Mais on prend dans cette histoire-là, on se dit que nous, c'est vraiment pour protéger les contributeurs. Si on n'atteint pas l'objectif de 10 000, par exemple, avec Nina Pizza, et tu as vendu des pizzas d'un four que tu n'as pas encore acheté, mais il y a des bons risques que tu ne réussisses pas à livrer ce que tu as vendu. Donc, c'est vraiment un processus qui permet de sécuriser le contributeur par rapport à ça. Et le pont que je voulais faire avec la situation actuelle, la COVID, parce que nous, c'est 12-13 mars, quand tout a déboulé, on était persuadés, nous autres, à La Ruche, que notre modèle de financement alternatif allait faire partie de la solution. Hein? On était persuadés, mais il fallait quand même le démontrer. Depuis maintenant 2 mois et quelques jours, quelques semaines plus tard, on s'est rendu compte que oui, il y a un fort intérêt parce qu'on a vécu des campagnes records depuis, hein, des campagnes de soutien, puis des campagnes classiques également qui ont réussi leur objectif. Je peux même en montrer une, regarder. Je ne sais pas, je pourrais la montrer tout à l'heure. On a lancé des campagnes à Montréal la semaine dernière. On est déjà rendu à 175 000. On a défoncé les objectifs. Ce qu'il faut comprendre que dans la catégorie réaction à la COVID, on s'est rendu compte que, moi, ce que j'appelle, c'est l'effort de guerre citoyen, pour répondre parce qu'on est confiné à la maison. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière leur ordinateur, puis ils veulent supporter des causes. Donc, il y a encore des sous. Là, on avait une crainte par rapport à ça, mais avec les succès records qu'on a eus, là, puis on a lancé des fonds d'urgence également en lien avec ça, mais il y a un très buzz pour ça, pour ce type de campagne-là, mais également pour le type de campagne à Yannick, parce que les gens sont encore là. Les gens, après 2 mois, ont entendu parler. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait rêver également. Je prends l'exemple du projet de Yannick. Oui, ce n'est pas une campagne en lien à supporter, en lien avec la crise, mais on sait qu'on va se déconfiner un jour. On a encore des sous, on va participer, on accepte le fait que ça va peut-être être en 2021, mais il nous fait rêver. J'achète quelque chose en pré-vente pour l'ouverture de son super projet parce qu'on ne restera pas confiné ad vitam aeternam. Fait que ça, c'est une recette qui fonctionne bien également.
Si on veut faire partie de la solution, finalement, quand on donne un projet Oui. comme celui d'Yannick, on se dit, ben, justement, il y a quelque chose qui s'en vient, puis j'ai envie de participer à ça, finalement. Exact. Oui. C'était pas mon plan initial, là, je dirais, de faire rêver les gens à un déconfinement. Mon plan, c'était plutôt de les faire rêver à une expérience en forêt, mais là, bon, on joint les deux ensemble, puis c'est sûr qu'on le sent, hein, en passant. Là, il y en a beaucoup qui m'ont dit, OK, ben présentement, je ne peux pas t'aider. Quand la situation va s'améliorer, je vais faire mon petit bout. Il y en a aussi qui m'ont carrément dit, j'ai perdu ma job, mais je vais quand même te donner un 20$ ou un 50$. Puis, tu sais, C'est là, je me sens significatif. quasiment... Ouais, tu te sens quasiment mal aussi, là, en fait. Dans ce temps-là, tu es comme, oh. Mais quand même, tu sais, je pense que à l'inverse, on a peut-être eu plus de visibilité médiatique à cause de la crise, puis justement sur l'angle de ben, on continue après la crise, il y a encore des choses il y a encore des projets qui se développent. Ce projet-là est un bel exemple, c'est dans Charlevoix. Donc, ça a apporté du bon puis du moins bon de déployer pendant la crise. Mais ce n'est pas la catastrophe que certains m'avaient annoncé là, en me disant que ça n'a Les pas gens de sont bon pas prêts. sens. C'est ça, exact. Donc, tu vois, je pense qu'on est résilient là, quand même en tant qu'humain. Là, puis on se projette dans le futur. Puis c'est ce que les contributeurs font là, présentement. Là. Mm-hmm. Puis, Nicolas, tu me parlais un peu là, pendant la crise qu'il y avait des aides supplémentaires. Est-ce que tu pourrais glisser un mot là-dessus, là, tandis qu'on est là-dessus? Oui, parce que là, tantôt, je parlais que c'est une campagne marketing, mais et le financement est important. Mais là, on arrive avec vraiment du financement complémentaire spécial d'urgence pour aider. Parce que tantôt, je disais que je séparais en deux, mais je rajouterais une troisième catégorie. Il y a les gens qui vont faire des campagnes pour soutenir les aînés, autre chose, soutenir l'achat local. On a un gros buzz là-dessus. On a des campagnes classiques qui font rêver comme Yannick. Et il y a maintenant des campagnes de soutien aux organismes. Par exemple, quelqu'un qui vit vraiment des contre-coups de la COVID, qui a perdu des emplois, autre chose, puis qui veut être capable de se relever, on peut faire des campagnes sur la ruche. Par exemple, on avait lancé en décembre dernier un fonds de 10 millions avec le secrétaire de la jeunesse qui s'appelle le Fonds 1001 pour toucher les 15-29, où là, on va venir doubler des montants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir doubler les montants jusqu'à concurrence pour un maximum de 100 000 c'est-à-dire que tu ramassais 100 000 si tu avais un projet là, et qu'on était capable de, 30 jours après la fin de ta campagne, d'arriver avec non pas un prêt, mais vraiment une bourse qui était un game changer majeur pour plusieurs organisations. C'est énorme. Oui, qui est énorme, qui continue encore actuellement là, dans la COVID. Maintenant, pour répondre aux besoins de la situation, bien, il y a beaucoup d'organismes jeunesse. Quand je dis jeunesse, c'est vraiment 15-29 qui vivent les contre-coups des écoles, des choses comme ça. Bien là, on a sorti 1 million de ce fonds-là pour offrir des campagnes. C'est quand même assez... on n'a pas fait un virage à 180, mais on s'est vraiment ajusté avec ce fonds-là pour être capable d'aider les gens. J'explique que c'est des campagnes où tu peux aller chercher 50 000 d'appariement. Ça veut dire que tu fais une campagne jusqu'à 50 000 on va doubler. $1 investi par un particulier sur la ruche, il y a $1 qui va être mis par le secrétariat de la jeunesse via ce fonds-là. C'est des campagnes express de 30 jours. Mais là, les modifications majeures qu'on a, c'est que si on se rappelle bien, tantôt, on disait qu'on doit atteindre l'objectif pour avoir les fonds à la base de données. Là, nous, c'est une situation d'urgence actuellement. Nous, on ne veut pas avoir l'odieux de si tu n'atteins pas ton objectif, tu n'as pas les fonds, tu en as besoin pour la survie de ton organisation. Fait que là, exceptionnellement pour ce fonds-là, dans cette période-là, c'est que ces campagnes de 30 jours-là, c'est du format garder ce que vous recevez. Peu importe, tu vas quand même avoir un objectif, mais que tu atteignes ton objectif ou que tu ne l'atteignes pas, nous, on va te donner les fonds et on va te les donner, on va pouvoir les doubler. Et non seulement on va les donner, mais on va les donner plus rapidement. Parce qu'on sait qu'il y a une crise de liquidité pour plusieurs organisations. Du moment que tu atteins, si je me rappelle bien, 50% de l'objectif, en plein milieu de la campagne, on va le verser pour te donner de l'oxygène également. Mais ça, allez voir sur le site de la ruche. Nous, on vous accompagne là-dedans. C'est vraiment très intéressant. C'est un des fonds majeurs. Sinon, l'autre fonds qu'on a lancé avec Desjardins, qui est notre partenaire majeur, ça s'appelle Du cœur à l'achat. Il y a beaucoup de campagnes qui sont lancées là-dessus. C'est qu'il y a 1 million qui a été débloqué par Desjardins, où là, pour soutenir des campagnes qui soutiennent l'achat local. Tu sais, je vais prendre l'exemple à Tourisme Lillet la semaine dernière. Il y a 10 femmes entrepreneurs qui s'appellent les Sœurs entrepreneurs qui ont lancé une campagne
pour soutenir Saint-Jean-Port-Joli, puis créer une dynamique, puis montrer l'amour à ces commerçants-là en achetant des produits ou des certificats cadeaux. Mais Desjardins a un peu comme un peu le fonds 1001, c'est des campagnes de 30 jours où non seulement Desjardins permet que c'est du garder ce que vous recevez, peu importe si tu atteins l'objectif, mais il va donner jusqu'à 2000 $ dans le fond pour produire des vidéos de qualité pour faire la promotion, pour propulser ces vidéos-là. Ils vont rembourser également les frais de campagne, les frais de transaction. Et puis en plus, ils vont faire de l'appariement jusqu'à concurrence de 25 000 $. Donc, pour 1 $ investi, il va y avoir 1 $ de Desjardins qui va rentrer, mais pas nécessairement pour l'organisme porteur, pour soutenir des organismes essentiels de la région, comme la soupe aux boutons, Moisson Québec, autre chose. Ça veut dire que dans l'effort de guerre citoyen, tu vas faire presque une pierre trois coups. Une pierre, ça veut dire que tu vas investir, tu vas avoir quelque chose pour toi. Tu vas encourager le commerçant local et en plus, ton argent va être décuplé pour soutenir des organismes qui ont besoin, des organismes alimentaires, par exemple. Ça fait que ça, c'est une approche qui fonctionne extrêmement bien. On a fait, comme je dis, on a des campagnes records présentement par rapport à ça où, comme c'est pas la finalité, c'est pas d'atteindre un objectif, mais de soutenir les commerçants et soutenir les causes, bien là, que tu aies un objectif de 10 000, 15 000, les gens y investissent. Puis c'est pour ça qu'on atteint des 800 % d'atteinte d'objectifs. C'est intéressant. Puis, comme tu dis, au fond, c'est qu'actuellement, on donne 1 $, puis il y a essentiellement 2 $ qui sont donnés aux promoteurs puis à d'autres organismes pour soutenir tout ça. Donc, c'est quand même énorme comme différence. Oui, exact. Non, c'est un bon game changer. Puis en plus, la beauté de tout ça, c'est que les communautés, dans ce type de projet-là, c'est qu'on ne se sent pas tout seul. Il y a une mobilisation. La recette, c'est la mobilisation citoyenne. Souvent, c'est une région qui se mobilise, une ville, un quartier. Fait qu'il y a comme un effet de groupe super intéressant là-dessus. Fait que le porteur de projet ne se sent pas tout seul. Nous, on amène de l'accompagnement. Desjardins également amène un bon support. Puis, la cause est noble. Mais j'aimerais justement qu'on approfondisse un peu sur l'accompagnement qui est offert parce que je sais que ça fait partie des différences, par exemple, que la ruche va offrir par rapport à d'autres plateformes. Maintenant, j'aimerais comprendre un peu plus qu'est-ce que vous faites finalement avec les entrepreneurs pour les accompagner. Qu'est-ce qui est de différent? Puis est-ce que ça a vraiment une influence sur les résultats de campagne? Donc, je ne sais pas si Yannick, tu peux prendre ton chapeau d'ambassadeur pour parler de ça. Oui. Écoute, c'est sûr qu'en cellule, c'est un peu la partie facile, puis la partie la plus amusante un peu de tout ça, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui viennent nous voir avec leurs projets, puis là, on joue un peu au gérant d'estrade, mais bon, en même temps, on a une bonne connaissance. C'est juste qu'on ne peut pas avoir une connaissance complète de leur réalité, puis de chacun des enjeux qui fait en sorte que leur projet s'oriente dans une direction ou dans une autre direction. Mais c'est quand même intéressant. Puis, ce qu'on valide surtout à ce moment-là, c'est que le storytelling puis la manière d'approcher le public va être quelque chose qui est vendeur. C'est que les gens vont comprendre très bien c'est quoi le projet, vont y croire, vont embarquer là-dedans. Par la suite, puis c'est pas tous les entrepreneurs qui nous contactent ou qui restent en contact avec nous, mais par la suite, il y en a certains quand même qui prennent le lead de venir nous rechercher via nos médias sociaux, là, que ce soit LinkedIn ou Facebook ou peu importe. Et puis qui viennent nous demander des petits conseils ici, à gauche, à droite, de relire peut-être un plan d'affaires ou de relire une section, ou de commenter comme tel. Moi, jusqu'à maintenant, là, personnellement, il n'y en a aucun qui m'a demandé d'aller plus loin que ces étapes-là. Mais je sais qu'il y en a qui ont bénéficié là, d'accompagnement un petit peu plus soutenu que ça. Nicolas pourrait sûrement donner des exemples. Là. Mais je sais qu'il y en a qui ont vraiment eu un support là, d'un ambassadeur là, dans des moments critiques là, du développement de leur entreprise. Puis c'est au-delà de leur campagne de financement. Souvent, là, ça va carrément dans... on tombe vraiment dans le modèle d'affaires. C'est pratiquement du mentorat là, à un certain niveau. C'est ça, parce que vous êtes des entrepreneurs d'expérience qui, dans le fond, qui vont donner des conseils à ces personnes-là qui veulent se lancer. Donc, ultimement, vous allez, comme tu dis, aller un peu plus loin que des fois juste la campagne elle-même, puis de dire, dans le modèle de ton entreprise, voici ce qui serait intéressant selon notre expérience, dans le fond, dans le monde des affaires.
Ben ça, ce qui est le fun, en fait, puis avec l'expérience d'être dans le monde des affaires déjà, c'est que tu apprends à contrôler ton émotivité par rapport à un projet. Et puis, ça te permet de mieux évaluer les étapes, en fait, d'un projet, puis de mieux les mettre en lumière, puis de les utiliser un peu comme comme un guide, là, comme un peu un benchmark ou peu importe, qui permet de valider les points un par un, puis voir si ces points-là, qui sont des points essentiels dans un projet, sont comblés. Donc, c'est vraiment notre rôle. Pour nous, c'est un réflexe qui est rendu facile en tant qu'entrepreneur, mais pour quelqu'un qui lance un projet, souvent, c'est moins évident. Là, c'est encore la petite pensée magique des fois que les choses vont fonctionner un peu par elles-mêmes. Ben donc, c'est ça un peu la pensée magique de dire j'ouvre une page, je dis donnez-moi de l'argent, puis les gens vont me donner sans trop poser de questions finalement. Oui, puis même, je veux dire, au niveau du modèle d'entreprise tout court, là, des fois, on en a vu là, des modèles qui avaient une bonne idée, mais qui n'étaient pas structurés de la bonne manière. Donc, on ne se gêne pas là, normalement, même en cellule, là, pour donner nos avis là-dessus, mais c'est un peu le rôle qu'on a, là, je pense, en tant qu'ambassadeur. Là. OK. Puis là, on voit, Nicolas, il défile justement des ambassadeurs sur l'écran. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs personnes, j'ai envie de dire, franchement intéressantes. Là, on voit j'ai envie de dire, les présidents, directeurs généraux de plusieurs entreprises de renom là, qui sont quand même très respectables. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qui nous conseillent, Nicolas? Oui, c'est un élément distinctif majeur de la recette d'accompagnement de la ruche. Parce que, tu sais, nous, on est une plateforme de financement participatif de proximité. Ça, c'est un élément qu'il faut quand même définir parce que c'est important. De proximité, ça veut dire que nous, on fait des campagnes à l'échelle d'un quartier, d'une ville, de la province. Oui, on peut faire des campagnes qui peuvent aller chercher des gens à l'international, mais ce n'est pas notre rôle. Il y a des campagnes excellentes par rapport à ça. Mais le fait qu'on soit de proximité, nous, on a décidé de jouer la carte vraiment de la relation humaine, de l'accompagnement. Parce que dans une histoire d'entrepreneur, on sait très bien que le réseau, là, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Donc, oui, on va mener de l'accompagnement humain, ce que les autres plateformes ne font pas nécessairement, mais on va essayer de jouer la carte des mises en relation. Mise en relation, donc, tu sais, vous voyez un peu avec les ambassadeurs, sinon on a 75 ambassadeurs, ce n'est pas toujours les mêmes qui viennent en cellule. Tout change, mais c'est des gens que vous ne croiserez pas dans un 5 à 7. C'est des gens qui vont peut-être décider d'investir dans votre projet, de donner du temps. C'est des gens que vous allez peut-être recroiser. Mais dans l'aventure d'un entrepreneur, c'est intéressant. Nous, au Québec, on dit qu'on est comme un gros village. C'est des gens que c'est important de pouvoir les rencontrer, puis ils ont un intérêt particulier. Fait que c'est beau de voir des fois la magie qui se passe en cellule. Puis la cellule, je veux juste leur définir vraiment c'est quoi. C'est vraiment une rencontre qui ressemble au dragon, mais on n'est pas là. On n'est pas des requins. Ils ne sont pas nécessairement là pour investir. C'est vraiment plus un terme d'ange conseil où on va venir présenter, on donne l'opportunité aux promoteurs de venir présenter les projets à plusieurs étapes. Ça peut être vraiment en mode brainstorming, ma mode préférée, c'est pré-campagne, où là, on va venir présenter la campagne, mais le promoteur, c'est juste avant d'aller en ligne. Le promoteur ne parlera presque pas parce que quand ils vont être lancés, le promoteur ne sera pas à côté de sa page pour expliquer tous les détails. On va vraiment. Oui, on va monter les vidéos, la page de campagne et à chaud, les entrepreneurs, les ambassadeurs qui sont là vont faire une critique constructive. Est-ce que le message est clair? Est-ce qu'on peut faire des derniers ajustements avant d'aller en ligne? Ça, c'est super pertinent parce qu'une campagne de financement participatif, quand tu vas en ligne, c'est comme une mise à nu. Je veux dire, tu vas t'exposer toi, tu vas t'exposer ton entreprise et contrepartie, tu te mets de la pression également avec l'objectif. Fait qu'on a tout intérêt. Nous, on a un rôle mobilisateur, oui, mais on est des agents de motivation. Il faut vraiment ajuster tout ça puis mettre l'entrepreneur en confiance. Puis c'est fou, des fois, il y a des passes. Comme si d'un réseau, il y a des gens qui vont faire des passes au niveau des médias. As-tu pensé à un tel? As-tu pensé à un tel? Tu as besoin d'un local? Ben moi, je connais. Donc, c'est pas juste du coaching sur la page, ça va un peu plus loin. Il ne faut pas oublier qu'une page de campagne, financement participatif, tout ne se passe pas sur la page. C'est la tête de l'iceberg. Hein? Il y a tout un univers de communication. On parlait du modèle d'affaires, au niveau de la promotion, puis il y a de l'effort à mettre en arrière également. Ça, c'est important de comprendre ça. Sinon, je vais résumer que ça comme ça, l'accompagnement, parce que l'accompagnement, c'est ce qui fait qu'on a un bon taux de succès à la ruche. Hein. Depuis le tout début, on est peut-être…
On est peut-être à 70 de taux de succès depuis les tout débuts. Dans les dernières années, on est en haut de 80. Ce qui explique, c'est vraiment l'accompagnement. Je fais des comparaisons, par exemple, Kickstarter. Kickstarter, bien souvent, on entend des belles histoires, autre chose. On entend des millions qui sont levés, mais il faut comprendre que tu n'as pas nécessairement d'accompagnement avec les autres types de plateformes ou uniquement numériques. Kickstarter, c'est un taux de succès de 34 Une moyenne de projet, c'est 3 000 la moyenne de projet. Nous, on doit être rendu presque à 15 000 présentement, la moyenne de projet. Plus grosse campagne, c'est 2 500 qu'on a fait. Pas 2 500, 250 000 qu'on a fait. Mais l'élément clé là-dedans, c'est vraiment l'accompagnement. L'accompagnement, c'est simple. Je vais le résumer. C'est que tu arrives sur la page de campagne, tu crées ton projet. Du moment que ta page est créée puis qu'on va pouvoir changer, elle n'est pas encore en ligne. Il y a 2 chemins parallèles qui démarrent. Un chemin avec ma collègue Noémie qui va pouvoir te donner du coaching, mais qui va surtout évaluer si ton projet, on peut coller des avantages, du mentorat, du coaching, des prêts, si tu as besoin de prêts, parce que maintenant, on peut donner des avantages avec différents partenaires, des programmes de bourse également. Fait qu'on va vraiment explorer le financement additionnel de ce chemin-là. Puis en parallèle, un accompagnement avec moi. Là, c'est sûr, dans le cas de la COVID, on est en numérique, normalement, c'est en personne, où là, on va regarder, coacher la page de campagne et on va inviter les gens à venir en cellule, si c'est pertinent de le faire, pour être capable d'aller brasser des idées, tant en brainstorming ou même en pleine campagne. Si jamais votre campagne, vous avez des problèmes, on peut ramener votre campagne en cellule pour brasser des idées, pour faire des ajustements, parce que vous n'allez pas vivre et mourir avec votre page. On peut la faire vivre en cours de campagne. Mais tout ça, tout cet accompagnement, il est optionnel. C'est vous. On part du principe que nous, on n'est pas un comité d'approbation. Hein. Qui sommes-nous, dans le fond, pour juger du succès de votre campagne si c'est la sagesse de la foule, si les gens embarquent pour faire vivre ton projet? On n'est pas là, même si c'est prévenu. Les ambassadeurs, ce n'est pas un comité pour dire on va en ligne ou non. C'est vous qui êtes maître de votre projet. Ça veut dire que vous pouvez prendre la totalité de l'accompagnement. Vous pouvez prendre une partie de l'accompagnement et il y a des campagnes qui vont sans accompagnement. En plus, c'est vous qui décidez par rapport à ça. Donc, l'accompagnement, c'est un bon résumé, mais c'est un élément clé. Puis, d'autant plus que là, on fait évoluer, là, je vais faire une campagne, on fait évoluer notre offre de service prochainement avec Desjardins et on va arriver vraiment avec une offre vraiment complémentaire, super intéressante avec des alliés d'accompagnement, d'autres types de bourses. Donc, on est beaucoup plus loin aujourd'hui, ce qui va être annoncé dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est beaucoup plus qu'une plateforme de financement participatif. On est une plateforme de validation, de gestion de risque qui donne des avantages pour les entrepreneurs, puis monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment la direction dans laquelle on va, plus des avantages financiers majeurs. Donc, si je résume, ce que tu dis, c'est que finalement, La Ruche, contrairement à plusieurs autres plateformes, ont un taux de succès beaucoup plus élevé dû à l'accompagnement qui est fait avant de lancer la campagne. Donc, oui, vraiment, vraiment. Puis nous, on est la seule plateforme qui est un OBNL, il faut le dire. Nous, notre modèle d'affaires, c'est pas, on ne veut pas s'enrichir sur les frais de gestion de la plateforme. Nous, nos modèles d'affaires, c'est vraiment avec les gouvernements et les différents partenaires qui voient en nous une manière de sécuriser, gérer les risques et arriver et valider 2 éléments essentiels. Hein, parce que moi, dans une autre vie, j'en gérais des fonds. Hein, puis il y avait toujours 2 éléments qui étaient extrêmement difficiles. Même chose pour un financier. Je veux dire, tu as beau arriver avec une super étude de marché, comment je fais pour évaluer des ventes? Moi, si tu m'arrives avec des ventes, ça vaut plus que n'importe quelle étude de marché. C'est ça qu'on génère un peu. À la fin d'une campagne, tu as généré des ventes. Fait que là, on est capable de réduire le risque, donner des avantages et comprendre que le projet est viable. Et l'autre élément, c'est le côté humain. Moi, j'arrivais avec une belle étude de marché, j'avais devant les yeux un super projet, mais qui me disait que ce super projet-là, tu étais le bon joueur humain pour porter à terme ce projet-là, la prochaine étape? Le modèle de La Ruche n'est pas parfait, mais ce qu'on se dit, c'est que si tu réussis une campagne de financement participatif, Yannick l'a dit tantôt, ça ne se fait pas en claquant des doigts, il y a quand même l'effort de la structure. Si tu réussis ça, tu as généré des ventes, mais ce que ça nous dit, c'est que tu es peut-être le bon joueur pour mener à bien ce projet-là. Tu as des fonds, autre chose. Et ça, tous les partenaires voient ça en nous, ils comprennent que on est un élément de validation important pour cette étape-là. Parce qu'on a vu effectivement des projets dans les dernières années qui ont fait des montages financiers super intéressants, qui ont eu comme point de départ La Ruche, donc une campagne de sociofinancement sur laquelle est venu rajouter du financement, dans le fond, institutionnel. Puis par-dessus ça, c'est rajouter d'autres types de financement. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a possibilité d'aller non seulement valider un projet, mais d'aller, j'ai envie de dire, poursuivre le financement avec les institutions financières après avoir démontré que la campagne est un succès, qu'on avait des clients, qu'on était capable de faire ça.
c'est un angle super intéressant que tu dis, Carl-André, parce que les gens, des fois, se concentrent sur le financement, autre chose, mais après une campagne, il y a une vie. Hein? Ça continue, puis tu peux te servir de cette campagne-là de plusieurs manières. Maintenant, le financement participatif est reconnu par le gouvernement du Québec, donc ça offre des possibilités de validation chez différentes institutions financières, différents groupes. Mais ce qu'on voit beaucoup, là, mettons qu'on fait une campagne en amont, c'est que tu fais une campagne de financement. Tantôt, je disais que tu pouvais dépasser, tripler, quadrupler ton objectif. Quand tu démontres qu'il y a un fort rapport à ton projet, bien, ça t'ouvre des portes, ça te donne la crédibilité. Tu vas aller chercher faire du démarchage pour aller chercher du financement complémentaire. Mais quand tu nous dis, regarde, wow, là, moi, j'ai atteint 175 de mon objectif. Il se passe quelque chose. Tu vois-tu? Là, ça donne le goût aux partenaires d'embarquer. Ça réduit le risque, autre chose par ça. Fait que là, c'est un élément de développement super intéressant à prendre pour la continuité dans ton histoire d'entrepreneur. Et ça donne accès également à des points quand parce que maintenant, les entrepreneurs, je parle beaucoup d'entrepreneurs et d'autres choses, mais dans la catégorie entrepreneur, maintenant, c'est large. Il y a tout un univers de prix, de bourse. Quand tu démontres que bon, tu as une belle personnalité, tu as un super projet, puis en plus, tu as fait une campagne de financement participatif, bien, ça donne des points de plus pour continuer ton super rayonnement dans la région au Québec avec cette série de bourses et de prix que tu peux aller chercher. Yannick, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? En fait, je pense que je peux faire un peu de pouce sur l'aide. Pas l'aide directe, mais je veux dire la notoriété qu'une campagne réussie va donner à ton projet auprès d'investisseurs, auprès de subventionneurs aussi. Moi, je me fais beaucoup poser de questions sur ma campagne de financement participatif présentement par les différents partenaires financiers du projet. Puis non seulement les partenaires financiers, mais moi, j'ai utilisé cette campagne-là comme l'outil de lancement un peu au public là, de ce projet-là. Donc, oui, j'en parlais à mes amis, à des gens autour de moi. J'avais une petite page Instagram, une petite page Facebook, mais je ne faisais pas grand-chose avec ça. Puis cette campagne-là, ça a vraiment été mon point de départ à ce niveau-là. Puis ça m'a permis de vraiment faire augmenter la portée que j'ai là, sur les médias sociaux, mais aussi de développer toutes sortes de nouveaux petits partenariats. Là. Donc, j'ai plein de monde qui me contacte présentement, qui me parle de leurs projets, qui me parle de leur envie, qui essaie de voir comment on peut collaborer. Je n'ai pas le temps de faire des super suivis avec tout le monde présentement parce que j'ai comme une situation un peu prioritaire à gérer du côté de mon autre entreprise, lepointdevente.com. Par contre, c'est sûr que je vais revenir vers tout le monde. Je vais regarder absolument tout ce qui peut être fait comme ça. Puis ça ouvre le cercle de connaissances aussi. Puis tu sais, c'est peut-être le côté mise en valeur, mise en marché, etc. Mais c'est plus que bénéfique. Là. Je veux dire, vraiment, là, on ne perd rien là, à le faire, là, cette campagne-là. Il n'y a pas d'enjeu autre que perdre son temps là, au bout de la ligne, puis ça n'arrive pas, en fait. Tu ne le perds pas ton temps de toute façon. Tu finis quand même par arriver à un objectif puis à un résultat, que tu obtiennes ou que tu n'obtiennes pas les sous. Tu sais, nous, on est allé avec quand j'ai lancé la campagne, l'objectif qu'on s'était mis de 15 000, je le trouvais raisonnable. Je ne le trouvais pas audacieux, puis je ne le trouvais pas... trop petit. Je me disais, la situation actuelle, au départ, on voulait aller chercher, mettons, 20 000. Peut-être, on a même déjà pensé le mettre à 30 000. La situation actuelle a changé un peu nos plans. On s'est dit, on va essayer 15 000. De toute façon, on va être capable de se débrouiller avec ça. Puis tant mieux si on dépasse, puis tant mieux si ça mène sur d'autres partenariats. Puis il y en a d'autres. Je suis déjà en train de penser à une future campagne qui pourrait être déployée au début 2021 en collaboration avec une autre entreprise qui est liée de près là, à notre secteur d'activité là, en tourisme. Puis, tu sais, c'est carrément une collaboration entre deux business qui pourraient voir le jour. On pourrait créer un produit qui est vraiment intéressant et unique. Bien, ça vaut la peine de le rentrer là-dedans. Hein. Donc, excusez, ça cogne à la porte. Allez, je vais prendre la balle au bon, Yannick. Je vais juste montrer un peu, faire le pont. Là, je montre à l'écran la campagne des Moss Track sport à vélo super trippant qu'on a fait l'année dernière. Je tire l'attention sur la barre de progression pour comprendre un peu là, visuellement un peu la part dans ce type de projet-là.
lui, ils ont fait une campagne de 35 000, ils ont dépassé leur objectif. Mais en atteignant leur objectif, grâce au partenariat qu'on a avec la ruche, on a débloqué plein de choses. Donc, en atteignant l'objectif, on leur a donné 35 000 de prêt avec un super montant prêt. On leur a donné une bourse. On a débloqué le 15 000 avec Futurpreneur, le 30 000 avec BDC. On leur a donné une bourse de la Jeune Chambre de commerce également. Fait qu'en réussissant leur campagne de 38 000, ils ont réussi à attacher presque 100 000 de financement complémentaire qu'ils avaient besoin dans leur aventure. Puis là, on les a vus au Dragon. Ils ont gagné plein de prix avec la Chambre de commerce, Jeune Chambre de commerce. Donc, ça a vraiment contribué à l'élan. Mais surtout, dans leur histoire d'affaires, on arrivait à un moment particulier. Puis ce qui est intéressant avec eux, là, c'est que c'est avant d'aller conquérir le monde, on a décidé d'aller faire une campagne sur la ruche, de bénéficier de l'accompagnement, de comprendre l'histoire d'affaires, se familiariser avec ça, avant d'aller, par exemple, faire une campagne sur Kickstarter et aller lever des millions. Donc là, c'est intéressant là, de ce parcours-là également, de profiter de l'accompagnement et du financement complémentaire. Effectivement, c'est intéressant de voir la ligne la ligne du temps de financement. Donc, on voit qu'ils ont été faire une campagne de 35 000 et sont sortis de là avec plus que 121 000. Donc, c'est majeur comme différence. Donc, effectivement, c'est un game changer pour une entreprise en démarrage, définitivement. Oui, puis c'est quand même super intéressant. Si tu regardes sur le montant global de leur projet, ils sont allés chercher 50 ils ont financé 50 overall de leur projet avec toute l'aide qu'ils ont obtenue du public et puis des autres partenaires de la ruche. En fait, je dis 50 c'est plus que ça, c'est à peu près 80 mais... Exact. Mais tu sais, c'est excellent, là. Je veux dire, pour une entreprise comme ça, tu sais, ils sont dans le produit. J'étais là, j'étais sur la cellule... J'étais sur la cellule qui évaluait ce produit-là, puis ils sont arrivés ultra bien préparés. Il y avait un super beau projet. Puis en fait, j'ai tellement été impressionné que je l'ai assis dans le siège d'ambassadeur, puis je suis allé faire un genre de pitch brainstorm pour mon projet aussi. Donc, mais je l'ai recroisé aussi là, dernièrement au milieu des bois, au massif de la Petite-Rivière, et puis il me disait que il y a toutes sortes de défis là, autour de ça. Lui, il était pris un peu justement avec ses manufacturiers là, qui étaient pognés un peu dans la COVID là, à ce moment-là. Donc, il travaillait autour de ça, mais c'est une belle histoire à succès. Là. Effectivement. Ben, Nicolas, est-ce que tu peux présenter un peu les contreparties de ce projet-là, juste pour voir à quoi ça ressemble les contreparties d'un projet comme ça qui a un beau succès? Oui, le défi, par contre, chaque campagne a leur propre défi. Hein. Leur propre défi, eux autres, c'était que leur produit d'appel, c'est leur rack à vélo. Leur rack à vélo coûtait presque 1 000 $. Donc, c'est pour une clientèle de niche, mais il fallait réussir à construire une série de contreparties pour aller chercher monsieur, madame, tout le monde qui n'en avait peut-être pas besoin, mais qui voulait également entrer dans leur aventure d'entrepreneur. On peut regarder rapidement, eux, c'est toujours de la même manière, les sites. Hein? On commence du plus petit au plus gros montant. Ici, les autres, c'est vraiment des supporters, 35 $ dans le fond, qui étaient capables de vendre des vêtements, autre chose. On voyait les vêtements. Par exemple, je me suis acheté un hoodie, puis ces T-shirts-là pour supporter l'entrepreneur, l'entreprise. Je n'avais pas besoin nécessairement de leur produit d'appel. Mais ça s'est regardé, on peut voir, il y en a quand même 25 qui ont été vendus, les tucs, les casquettes. Les vrais supporters, les gilets, parce qu'ils ont développé, eux, une marque à eux, belle marque là, pour Mostrack. Mais sinon, le produit d'appel, il commence ici. Donc, c'est vraiment les racks. Regardez, 775 $ les racks. Tout a été vendu. 25 contributeurs. Tu pouvais acheter 2 racks. Tu pouvais précommander d'autres types de racks, avoir des rabais. Il y a toujours le principe de Hurley Bird. Où tu peux avoir des rabais à acheter à l'avance. Puis c'est intéressant d'avoir des avantages, hein, parce qu'on crée un momentum d'achat sur la ruche. C'est un produit qui va peut-être qui va être éventuellement en vente, lancé en marché, mais quels sont les avantages d'investir maintenant? Mais il fallait en créer. Donc, dans ce cas-ci, on a pris la stratégie d'avoir des rabais comme tel. Le duo, il y a des compagnies qui en ont pris un peu plus. Regardez ici, 35 % de rabais. Il y a quelqu'un qui en a pris plusieurs. Fait que c'est vraiment, nous, on a tourné autour de leurs produits aux produits d'appel. Mais il ne faut pas se baser nécessairement sur ce type de contrepartie-là. Tout est à créer. Puis quand je dis campagne de proximité, tu sais, si tu t'en vas sur des plateformes majeures, que tu vends un party de déconfinement ou des t-shirts, autre chose, c'est pas ça qui va se vendre. Tandis que nous, ici,
l'histoire de l'entrepreneur qu'on veut s'approprier marche beaucoup. On les connaît, les gens. Yannick, on le connaît. On le connaît, on l'a croisé. Fait que là, des fois, OK, non, je n'achèterai pas ton rack à vélo, mais j'ai le goût de donner une bonne tape dans le dos. Fait que je vais aller mettre mon montant à la hauteur de mes moyens, puis je vais avoir quelque chose en retour. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement faire ou qui n'est pas nécessairement payant sur des campagnes comme Ulule ou Kickstarter ou autre chose, parce que les gens qui naviguent là-dessus veulent juste le produit. Nous, on est capable de donner une expérience et puis une attache émotionnelle au produit ou à l'histoire de l'entrepreneur. Une façon de dire j'étais là puis j'ai contribué finalement. Oui, exactement. C'est quelque chose qui marche au bout, parce que quand tu lances un produit de niche, déjà, ça réduit un peu ta clientèle cible. Avec ce type de campagne-là, tu es peut-être capable de fournir d'autres choses. Et j'ai déjà vu également, je vais juste arrêter ça. Je vais prendre l'exemple de Stéphanie. Stéphanie, elle, c'est une chanteuse qui a fait à Star Academy, qui a fait une super campagne avec nous autres, des médias sociaux. Elle a vendu plein de choses. Elle vendait des chansons pour la Saint-Valentin et autre chose. Puis à un moment donné, elle s'est dit, là, on avait déjà atteint l'objectif. Elle, dans la vie de tous les jours, elle fait des savons. Elle aime ça, c'est sa passion. Elle a décidé de vendre ça. Ça n'a aucun rapport avec son projet de faire campagne ou autre chose. Mais ça s'est super bien vendu. Les gens voulaient l'encourager. Ils ont vu, OK, je vais acheter ça. Moi, je pose souvent la question. Moi, j'ai vu du monde vendre des shows de musique parce qu'eux, dans une autre vie ou dans leur vie parallèle, ils jouent dans un band. On est capable de sortir de leur produit vedette puis de créer des choses pour aller chercher des fonds complémentaires, mais qui, ultimement, va combiner au pot total pour aller vivre son projet. C'est pour ça que l'accompagnement est intéressant parce que nous, on ouvre les œillères là-dessus. Mais c'est vous qui avez le dernier mot, mais il y a moyen, il y a tout un univers de contrepartie super trippant à développer. C'est un peu le bon vieux principe du lavoto. T'offres quelque chose pour financer un projet qui tient à cœur. Puis pour vrai, je fais des jokes avec ça, mais le taux de réussite qui est plus grand sur la ruche, il est beaucoup à cause de ça. Il est beaucoup en fonction des gens qui veulent t'encourager plutôt qu'en fonction des gens qui veulent acheter ton produit. La comparaison avec Kickstarter, elle ne peut pas vraiment être faite, en fait, rendu là-dessus. Puis, à la limite, sur Kickstarter, il y a carrément des business qui se spécialisent dans le déploiement de produits sur cette plateforme-là. Puis eux, l'objectif est clair. Là. C'est une manière officielle de financer un produit ou surtout un produit là, sur Kickstarter. Tandis qu'avec la ruche, si tu vas chercher une approbation, tu vas chercher un retour, un feedback de la communauté qui va être qui va être positif là, un peu partout où tu vas aller. Là. Puis aussi beaucoup de commentaires, beaucoup de conseils, beaucoup de trucs comme ça. Ça a été, mettons, même si je n'avais pas été un ambassadeur, ça aurait été une super belle expérience. Je te dirais que là, j'ai juste eu la chance de pouvoir éviter de faire quelques erreurs que certains entrepreneurs feraient au départ, étant donné que je connais la ritournelle des cellules. Donc ça m'a aidé à aller un peu plus vite, mais c'est une expérience vraiment positive. Là. Mais est-ce que tu pourrais justement nous parler, mettons, de ton point de vue, là, étant donné que tu as porté comme un peu les deux chapeaux, ce serait quoi, mettons, les 5 étapes faciles pour avoir une campagne réussie? As-tu comme une recette magique qu'on pourrait dire fais ça, puis ça fonctionne? Bon, la première des choses, OK, oui, la première étape, c'est qu'est-ce que tu vends? Est-ce que ça va intéresser le monde? Est-ce que le problème, il dépasse toi en tant que personne? Le problème, entre guillemets, là, mais tu sais. Ce que tu proposes. Ce que tu proposes. Ensuite de ça, c'est de bien cibler ton objectif. Pourquoi tu fais une campagne? Puis c'est ça. C'est quoi ton objectif avec tout ça? Parce que des fois, ça, c'est pas clair. Puis moi, c'est là que j'ai eu le plus de misère. Hein? Le pourquoi je faisais une campagne, c'est ça qui a été le plus compliqué parce que mon projet va aller de l'avant. Moi, je suis dernier mile. Tu sais, je suis comme ce qu'on achète, ce qu'on offre à Territoire avec la campagne, c'est de pouvoir créer le petit effet wow de plus qu'il va avoir dans le projet. Puis, ça va. Ensuite, pense à ton storytelling. Comment tu le racontes, comment tu vas accrocher les gens, par quel sentiment, par quel
c'est ça, par quel sentiment, par quel intérêt. Ensuite de ça, c'est qu'est-ce que tu proposes en échange aussi. Est-ce que c'est engageant? Est-ce que ça va rejoindre les gens? Puis finalement, quand ta campagne est partie, faut que tu sois actif. Là, il faut que tu sois out there. Puis, j'en investis de l'argent sur ma campagne. Oui, je vais chercher 15 000 mais j'investis probablement un 3 000 ou 4 000 en promotion ou en marketing divers à gauche, à droite, là, ne serait-ce qu'engager quelqu'un qui fait les relations de presse ou de travailler sur de la publication sponsorisée sur les médias sociaux. Ça m'aide quand même à aller atteindre mon objectif. Puis au bout de la ligne, je vais quand même en sortir gagnant. Puis je pense que c'est pas mal le point. J'étanne mes amis. Là, je leur donne un petit break là, de ce temps-ci, mais soyez avertis, là, je reviens là, dans une semaine ou deux pour tous ceux qui m'ont dit « Wow, on va t'encourager » puis que je ne vois pas leur nom dans la liste. Là, vous êtes dans un beau fichier Excel. Non, quand même pas, là, franchement. Mais tu sais, ça reste qu'il faut que tu le fasses. Là, puis c'est la petite différence. J'aimerais ça atteindre mon 100%, j'aimerais ça le dépasser, en fait. Je pense que là, je serais très content. Puis, je vais mettre les choses en œuvre pour. Là, donc, mais c'est ça. À date, ça semble être bien parti, là, vu le résultat en ce moment, puis le nombre de jours qui restent avant la fin de la campagne. Oui. Un truc que j'ai fait aussi, c'est partir ma campagne en sous-marin. Hein, donc, je l'ai envoyé à ma famille puis mes amis avant de commencer à la publier ouvertement. Donc, déjà en partant, on était peut-être à 25-30 %. C'est peut-être une petite astuce marketing, mais au moins, tu ne pars pas à zéro. C'est avec ton premier donneur, c'est souvent lui qui va être le plus difficile à convaincre. Mais une fois que c'est parti, après ça, les gens embarquent. Là, il y a l'effet d'entraînement, puis ils disent « OK, c'est bon, ça va. » Il y a des chances que ce projet-là réussisse, puis là, c'est là que tu prends un petit momentum aussi. Là. Nicolas, le mot de la fin sur une campagne, disons les 5 étapes faciles pour réussir une campagne? Avant de partir de 5 étapes, parce que faut comprendre que le rythme d'une campagne, c'est pas mal toujours la même chose, mais il faut le comprendre. Puis quand on le comprend, on sait à quoi s'attendre. Plus on est préparé à une campagne, mieux on est capable de réagir. Hein? Parce qu'on vit le cycle d'une campagne, c'est un hype. Ça ressemble un peu au hype de Gardner. C'est quoi? C'est qu'au départ, tu as ton love money, tu vas monter, tu vas avoir ton hype. Les gens vont investir. Après, il va y avoir un creux. Le creux, c'est qu'il y a des gens qui veulent investir, qui n'ont pas encore investi. Puis on tombe souvent dans la catégorie des gens qui connaissent plus ou moins et qui ne connaissent pas. Et c'est là qu'il faut se réinventer. Après, il y a un creux, on s'ajuste et on remonte tranquillement. Et dans les 30 derniers, ce qu'on appelle le dernier droit de la campagne, souvent, c'est là où on a un regain d'investissement parce qu'il y a des gens qui te regardent depuis 30 jours, 45. La moyenne d'une campagne, c'est environ 45 jours. Ça peut aller jusqu'à 90 jours, c'est assez long, ça peut être moins. Mais au bout des 45 jours, qui est la moyenne, des derniers jours, on sent que quand Yannick va faire ses relances, ils ont été un peu gérés d'Estan, ils ont regardé tout ça, ils vont sentir que le dollar investi a vraiment un gros impact si tu n'atteins pas ton objectif. Il reste 10 % de l'objectif. C'est là qu'on voit une grosse remontée en fin de parcours. Fait qu'il ne faut pas se décourager par rapport à ça. Mais sinon, les facteurs clés, c'est ça, il faut que tu aimes ton projet. Yannick l'a dit tantôt, il faut que tu sois investi. Si tu fais ça pour les mauvaises raisons ou juste pour l'argent, il faut que ça aille un peu plus loin que ça parce que la validation, tu vas aller parler de ça, tu vas être ambassadeur dans ton réseau, il faut que tu sois le meilleur ambassadeur possible de ton réseau. Puis ça, quand la passion est là, ça paraît. Ça paraît beaucoup. Puis ça, après, du moment que tu as la passion, c'est simple pour moi c'est comme de la pâte à modeler. On va construire quelque chose, on va essayer de combler les forces, les faiblesses. Il y en a qui sont plus forts en marketing, il y en a qui sont moins forts. Fait qu'on arrive avec ça. Sinon, évidemment, la passion, la préparation, on parle de l'accompagnement, les produits d'appel. Parce que naïvement, les gens pensent que ça marche tout seul. Non, il y a quand même une science, une intelligence d'affaires à construire à travers tout ça. J'ai des campagnes qui fonctionnent tout seul, mais ce n'est pas la norme. Mais il faut vraiment construire ça, puis il faut se prévoir du temps. Moi, j'ai vu d'excellentes campagnes échouer parce que les porteurs de projets, ils pensaient que ça allait marcher tout ça, puis son énergie était diffusée. Quand tu es en campagne, tu es en campagne. Ça veut dire que quand tu as l'opportunité, puis c'est crédible, c'est pertinent de le faire, il faut avoir un call to action vers la campagne et rappeler
Yannick l'a dit, pourquoi tu le fais? Il faut répondre, OK, t'es qui? Oui, c'est quoi ton projet? Pourquoi tu es en campagne? Tu demandes combien? C'est quoi tes produits d'appel? Il faut vraiment comprendre également le momentum d'achat. Pourquoi tu me demandes mon argent maintenant? Pourquoi faudrait que je fasse l'effort d'aller mettre mon argent maintenant? Si ça, c'est clair, bien, ça peut fonctionner. Mais on a une étape de validation. Ce n'est pas tous les projets qui peuvent intéresser. Je vais donner un exemple de projet. En terminant, là, la personne est motivée. Okay? C'était, je ne donnerai pas de nom, mais c'était pour offrir des demandes de pardon à des criminels, financer des demandes de pardon à des criminels. Donc, pour faciliter ces demandes de pardon-là. D'accord? Je ne sais pas si tu étais là, Yannick, là, dans ces cellules-là, autre chose. Là, on tout state. La demande est là, il y a une offre. Mais pour essayer d'avoir un effet viral, on n'a pas été capable. C'était pas séduisant, on n'était pas capable de trouver un angle qui fait que moi, par exemple, qui ne te connais pas, je vais avoir le goût de mettre de l'argent pour faire des demandes de pardon à des criminels. On n'a pas réussi à construire ça. Par contre, son projet a pris vie d'une autre manière. Cette étape-là, lui, il a fait un reality check super intéressant. Il a fait des bonnes passes pour aller développer son modèle d'affaires ailleurs. Nous, on est un outil de développement économique. Que tu fasses campagne, que tu ne fasses pas campagne, si on est capable de t'outiller, de donner des bons conseils là-dedans pour ta prochaine étape, on peut renvoyer chez Option Travail, peu importe. Nous, il y a une partie de notre travail qui est fait également. Puis des fois, il y a des gens qui viennent chez nous, puis ils reviennent, ce n'est pas le bon moment, ils reviennent 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, 2 ans plus tard, par exemple, 1 an plus tard, pour venir chez nous parce que là, c'est le bon timing. Mais tout ça, le plus tôt on commence à y réfléchir, le mieux on va faire, on va être vraiment plus performant lors de la campagne. Ben, je trouve ça super intéressant de mieux comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est quoi les facteurs clés derrière les campagnes de financement, puis d'avoir l'opinion aussi de Yannick qui est à la fois ambassadeur et porteur de projet actuellement. Donc, c'est intéressant de voir comment tout ça se dessine. Fait que dans le fond, si les gens veulent faire une campagne, ils peuvent aller directement sur la ruche, commencer à remplir une page de campagne, puis finalement t'appeler, puis voir un peu comment tout ça se déroule. Exact. Puis là, nous, on a des ruches. Maintenant, on a 7 ruches partout au Québec. Dans les prochaines années, on va couvrir toutes les régions. On est capable, c'est que vous soyez à Québec ou ailleurs, là, vous pouvez déjà aller remplir votre demande sur la ruche. On va vous prendre en main. Vous pouvez aller sur nos médias sociaux. Puis on a des agents qui vont vous répondre pour vous donner du coaching, vous passer la main aux bonnes personnes parce que la relation humaine est super intéressante. Ou vous pouvez y aller avec une question générale, info, la ruche. Puis on va vous référer. Puis c'est intéressant à toute étape. Pour moi, il n'est jamais trop tôt pour commencer à évaluer. Il y a des gens que j'accompagne pendant 1 an et demi avant d'aller en ligne. Il y en a que j'accompagne en 2 jours. Mais il n'est jamais trop tôt pour commencer à réfléchir à ça. Excellent. Bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on mette fin à la rencontre officiellement? Ben, merci à toi. C'était bien agréable de s'entretenir avec Nicolas et toi, Carl-André. Puis on espère que tout ça se calme bientôt et puis que tout le monde s'en tire bien aussi. J'ai plein d'amis entrepreneurs qui la vivent difficile aussi. Donc, on pense à eux quand même à travers tout ça. Moi, ce que j'aimerais dire également, c'est souvent on parle de la rush. Moi, ce n'est pas nécessairement de la rush que je veux qu'on parle, c'est des projets sur la plateforme. Puis moi, je suis gagnant là-dedans. Yannick est en campagne présentement. Allez voir le projet, il est écœurant. On a plein de super campagnes partout au Québec. Allez découvrir ça. Il y a des super projets, des produits en exclusivité que vous pouvez avoir, des gros avantages. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose d'intéressant. Puis si vous pensez à nous pour faire une campagne, vous avez besoin d'informations, on va être là. Excellent. Merci beaucoup. Mais effectivement, ça fait une rencontre très agréable. Donc, j'ai été bien heureux là, de cette discussion-là. Donc, si jamais les gens ont des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Puis sinon, on va vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci, bye-bye. Bonne journée.